Merci Roger Dachèze d'avoir accepté l'invitation de Philodécrypte qui, comme tout le monde le sait, propose chaque mois un moment de réflexion sur l'actualité. Et merci d'avoir accepté de répondre à une question, entre guillemets, simple. Qu'est-ce qu'être franc-maçon aujourd'hui? D'autant que, comme disait Léonard de Vinci, la simplicité est un véritable défi. Vous êtes d'ailleurs bien placé pour relever ce défi. Professeur de médecine et universitaire, vous êtes devenu franc-maçon il y a près d'un demi-siècle en étant initié à la Grande Loge de France. Ce qui a fait naître chez vous une double vocation, à la fois d'historien et d'écrivain. Pas moins d'une trentaine de livres, essentiellement sur la maçonnerie, dont vous êtes devenu un grand maître. Mais vous avez gardé ce réflexe très médical de dresser des diagnostics, notamment dans votre dernier livre, qui, en à peine 200 pages, raconte l'histoire de cette franc-maçonnerie à laquelle vous avez consacré une partie de votre vie. Une histoire d'autant plus passionnante que votre patient n'est pas en très bonne santé aujourd'hui, ce qui n'est pas un grand secret. D'ailleurs, vous ne le cachez pas. 2 fois moins de francs-maçons dans le monde depuis les années 60. Et en plus, ils deviennent de plus en plus vieux et de moins en moins présents pour participer à vos travaux. Sans doute, pour ne pas choquer vos frères, vous parlez de, entre guillemets, décroissance, ce qui peut être un virus très contagieux. Et même si la France se distingue comme d'habitude, avec des effectifs qui ont triplé sur cette même période, on aimerait bien en savoir plus, docteur, sur les causes de ce déclin et les traitements que vous allez préconiser, mais aussi votre pronostic sur l'avenir de ce malade, et on aimerait également en savoir plus sur cette exception française. Avant de vous proposer de plancher sur ces questions sensibles, devant une assemblée constituée essentiellement de profanes, je me permets de vous poser une question rituelle à Philodécrypte. Qui êtes-vous, Roger Dachèze? Car on aime bien savoir qui parle avant d'écouter attentivement celui qui parle. Qui je suis Sartre aurait répondu: un homme fait de tous les hommes que tous valent et qui les vaut tous. Mais nous avons néanmoins tous une histoire singulière. Alors, pour le dire en quelques mots, je suis parisien d'origine, d'une vieille famille parisienne. Je suis né dans un milieu très défavorisé et culturellement très pauvre. J'ai fait des études primaires, secondaires, puis de ma médecine. Et j'ai choisi une spécialité. C'est pour ça que je souriais en vous entendant me pencher sur le patient franc-maçonnerie. Je suis anatomopathologiste, c'est-à-dire qu'une partie de mon activité consiste à découper les gens en morceaux pour savoir de quoi ils sont morts. Alors évidemment, je ne me suis pas encore livré à ça avec la franc-maçonnerie parce qu'elle n'est pas complètement morte. J'ai enseigné à la faculté de médecine de Paris et j'ai dirigé pendant de nombreuses années un laboratoire de diagnostic et de recherche qui appartenait au groupe Biomnis et qui avait absorbé Pasteur-Mérieux. Et puis je présidais l'Institut Alfred Fournier, qui est consacré depuis un siècle au dépistage et à la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles. Alors j'ai pris ma retraite de toutes ces activités depuis une demi-douzaine d'années, ce qui me permet de ne plus faire que ce qui me plaît. Alors, votre parcours maçonnique, vous avez été initié à la Grande Loge il y a environ une cinquantaine d'années? Il y a 55 ans. Le paysage maçonnique français est un paysage extrêmement complexe. Dans la plupart des pays du monde et des pays très anciennement maçonniques, il y a une obédience par pays. Dans les pays très originaux, il y en a 2, voire 3. En France, il y en a 40. C'est la Gaule avant César. C'est un des problèmes de la vie maçonnique française et c'est aussi ce qui permet de souligner qu'il y a une extraordinaire diversité dans la franc-maçonnerie française. Et vous avez des francs-maçons qui, sur des questions essentielles, ne sont absolument pas en accord entre eux. Donc, moi, j'ai été initié à la Grande Loge de France parce qu'il faut bien commencer par une obédience et que souvent, c'est des rencontres. Vous rencontrez quelqu'un qui est franc-maçon et il vous dit « Ah bah si ça vous intéresse, venez chez moi ». N'importe quel franc-maçon peut créer une obédience? Ils l'ont fait depuis des décennies. Il suffit qu'un certain nombre de francs-maçons se réunissent et ils peuvent créer 1, 2, 3 loges et puis ils disent qu'ils ont créé une obédience. Et une obédience, c'est une fédération de loges. Et donc la cellule centrale de la vie maçonnique, c'est la loge. Mais ça, c'est le groupe qui se réunit certains jours, à certains lieux, avec un certain nombre de gens, 20, 30, 40.
Et l'obédience, c'est l'organisation qui les fédère. Mais je veux simplement dire que moi, c'est la rencontre à l'adolescence d'un auteur qui m'a beaucoup influencé à cette époque, qui s'appelle René Guénon, qui aujourd'hui est un peu oublié, mais c'était un philosophe, un métaphysicien français qui a fini sa vie au Caire en 1951 et qui a laissé toute une œuvre sur l'ésotérisme, les grandes traditions religieuses de l'humanité et la franc-maçonnerie. Il a eu une certaine influence sur la franc-maçonnerie et dans les milieux maçonniques, aujourd'hui encore, c'est un auteur qui est très lu. Et c'est par cet intermédiaire que je me suis intéressé à la franc-maçonnerie. Pourquoi la Grande Loge de France? Tout simplement parce que le premier franc-maçon que j'ai rencontré était à la Grande Loge de France. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Et puis, au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que vous êtes tombé au bon endroit, qui vous correspond, ou que vous n'êtes pas exactement tombé au bon endroit. Alors vous commencez à voyager, parce que toutes ces obédiences ont des liens entre elles, et les francs-maçons peuvent aller visiter des loges appartenant à d'autres obédiences. Et puis, au hasard de ce voyage, j'ai fini par trouver ma maison. Elle s'appelait la Loge nationale française. J'y suis depuis 46 ans. Quel bilan vous tirez de cette grande expérience maçonnique? Alors, j'ai calculé récemment que dans ma vie, j'ai participé à entre 3 et 4 000 réunions maçonniques. 3 et 4 000. Ça fait beaucoup, évidemment. Mais ce que je peux dire, c'est que ma vie aurait été complètement différente si je n'avais pas... C'est un engagement de toute la vie. C'est un engagement fondamental, c'est une manière de conduire sa vie, de construire sa relation avec les autres et de même de faire de l'ordre dans ses propres idées. Alors vous n'entrez ni dans un parti politique ni dans une église, on ne vous dicte pas ce que vous devez dire et penser, mais évidemment il y a certaines lignes directrices, il y a un état d'esprit, il y a une ambiance et il y a surtout une méthode de travail qui est le propre de la vie des loges. Et pour vous donner simplement une idée de l'emploi du temps que je pouvais avoir à cette époque-là, quand j'étais en activité professionnelle avec beaucoup de choses à faire, j'avais des réunions environ 2 fois par semaine et j'ai écrit tout ce que j'ai écrit à l'époque entre 9h du soir et 2h du matin, parce que le reste de la journée était complètement surbooké. Mais on ne fait ça que quand on a découvert une passion qui est à la fois une passion intellectuelle, une passion morale, une passion spirituelle, et puis aussi une passion humaine. On n'adhère pas uniquement à la franc-maçonnerie pour adhérer à un corpus d'idées, mais ce sont aussi des rencontres humaines, une fraternité humaine. Et cette dimension-là, moi qui étais plutôt un intello un peu méprisant, un peu hautain, je l'ai découverte et elle m'a paru au moins aussi importante que les autres dimensions. L'histoire de la maçonnerie, 300 ans. Alors, quelles sont les grandes étapes? Il n'est pas facile de résumer 3 siècles, mais on peut donner 3 ou 4 grandes idées. La première, c'est que ce dont nous parlons, c'est ce qu'on appelle techniquement la franc-maçonnerie spéculative. C'est-à-dire, nous nous appelons francs-maçons, nous parlons de pierre, nous parlons de construction, mais rares parmi nous sont les tailleurs de pierre et les entrepreneurs de bâtiments. Donc ça veut dire que cette franc-maçonnerie spéculative n'est pas constituée de gens qui construisent des demeures matérielles, mais qui utilisent un langage symbolique emprunté aux anciens métiers du bâtiment pour construire des édifices qui sont des édifices intellectuels, moraux et spirituels. Et ça, c'est le propre de la maçonnerie, car il y a à l'intérieur, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, une dimension qui n'existe pas dans une simple société savante ou un club philosophique, qui est une dimension rituelle. Et ça, c'est capital. Si on enlève le rituel de la franc-maçonnerie, il n'y a plus de franc-maçonnerie. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant intellectuellement, mais il n'y aura plus de franc-maçonnerie. Alors, la franc-maçonnerie spéculative tire son origine donc de toute une culture qui commence dans l'Europe médiévale. Les cathédrales. Voilà, les bâtisseurs de cathédrales. Alors, c'est très valorisant pour les francs-maçons de dire « nous sommes les descendants des bâtisseurs de cathédrales ». Mais ils ne bâtissaient pas que des cathédrales. D'abord, ils bâtissaient des édifices religieux beaucoup plus modestes, et puis ils bâtissaient des demeures, des palais, des forteresses, toutes sortes de choses, bien entendu. Mais évidemment, à partir de l'an 1000, et il y a une activité de construction phénoménale dans toute l'Europe. Et alors, donc, ces constructeurs ont des pratiques rituelles. Sur l'origine du mot, c'est des tailleurs de pierre franche. Franc-maçon, ça vient d'un mot anglais,
Freemason. Littéralement, ça veut dire maçon libre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y avait en fait deux qualités de pierre qu'on était amené à utiliser sur un chantier. Il y avait la pierre grossière qui, par exemple, dans la construction d'un mur, sert à faire ce qu'on appelle le blocage au centre du mur pour donner de la masse au mur. Alors, c'est une grosse pierre rugueuse, pas très belle, et on donne ça à des ouvriers qui ne savent pas faire grand-chose. On leur demande de concasser et puis d'entasser. Et puis, il y a le parement, c'est-à-dire ce qu'on va voir des deux côtés du mur. Et là, on utilise une pierre qui s'offre au travail d'ouvrage très fin, de sculpture, de taille, et c'est ce qu'on appelle, toujours en anglais, freestone, c'est-à-dire la pierre libre. Alors pourquoi l'appelle-t-on freestone? Parce qu'elle offre la liberté de l'ouvrager, de la sculpter, de l'ornementer. Et naturellement, les maçons qui étaient commis à ce travail étaient évidemment beaucoup plus savants, beaucoup plus habiles, beaucoup plus expérimentés. C'était l'élite. Voilà, c'était l'élite du métier. Et donc la franc-maçonnerie spéculative, par toute une série d'intermédiaires légendaires, dit qu'elle descend de cette élite des tailleurs de pierre, tels les francs-maçons ou maçons de Franche-Pierre. Alors c'est une légende ou c'est une vérité historique? Ça tient à la fois de la légende et de la vérité. Il y a indiscutablement des liens, à commencer par le simple fait que les rituels qui sont utilisés empruntent aux pratiques qui existaient dans les chantiers. Ça, c'est vrai. Mais en revanche, la légende qui consistait à dire, au bout d'un certain nombre de siècles, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, les loges de bâtisseurs ont admis à titre de membres honorifiques des gens qui étaient étrangers au métier et qui souvent donnaient un peu d'argent pour la caisse de secours mutuel. Et puis au fil du temps, ces gens-là sont devenus de plus en plus nombreux et ils ont fini par se substituer entièrement aux maçons opératifs qui ont disparu. Ça, c'est complètement faux, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en particulier en Écosse, mais pas seulement en Angleterre, on a eu ce phénomène de l'admission de membres honoraires. Et puis ces membres honoraires repartaient, parce qu'ils n'avaient rien à faire dans un club de bâtisseurs, mais ils ont, au cours du XVIIe siècle, eu l'idée, dans l'histoire politique et religieuse très complexe de l'Angleterre, ils ont eu l'idée de constituer un club philosophique qui emprunterait le rituel de ces anciens bâtisseurs pour bâtir de nouvelles cathédrales intellectuelles et spirituelles. Alors 1717, c'est la première création d'une loge dans un contexte très particulier, dans une Angleterre qui a été très secouée au cours des décennies précédentes. Il y a d'abord un conflit religieux entre les protestants et les catholiques qui, pendant un siècle et demi, vont joyeusement s'étriper au nom des valeurs évangéliques. Et puis, sur ce conflit religieux va se greffer un conflit dynastique. Les Stuarts vont être détrônés à un moment par la Révolution de 1646, mais les Anglais, eux, n'ont pas fait comme les Français. Ils ont fait une révolution, ils ont décapité le roi, puis au bout de 12 ans, ils ont tout arrêté, ils ont rappelé le fils du roi. Et donc, ils ont rétabli la monarchie. Constitutionnelle. Voilà. Mais en 1660, on crée les premiers éléments de la monarchie constitutionnelle, et même en 1688, un siècle avant la Révolution française, il y a un autre événement très important de l'histoire anglaise, qui est ce qu'on appelle là-bas la Glorieuse Révolution. Ce n'est pas du tout une révolution pour renverser le régime, c'est une révolution pour substituer une dynastie à une autre, parce que les derniers Stuarts voulaient rétablir le catholicisme, et en Angleterre, ça ne pouvait pas passer. Donc on a demandé à une branche de la famille protestante de prendre le trône. Mais bien entendu, à cette occasion-là, on fonde définitivement la monarchie parlementaire. Et donc en 1715, il se passe un dernier événement qui a un lien direct avec la franc-maçonnerie naissante. Alors la rébellion de 1715, c'est le dernier essai des Stuarts pour reprendre le pouvoir aux Hanovre, qui sont d'origine allemande. C'est un échec. Et à partir de là, tout le monde respire en Angleterre, parce qu'on sait que désormais en Angleterre, on a une monarchie stable, on a un parlement respecté, et il y a une liberté religieuse complète. Et en 1717, l'un des symptômes de cet état nouveau de la société anglaise, c'est la création de la première grande loge de toutes les grandes loges du monde, à Londres, le 24 juin 1717, dans une petite taverne près de la cathédrale Saint-Paul. Et c'est vraiment le début de la grande histoire de la franc-maçonnerie en Europe. Autour de quelques principes fondateurs. Moi, j'ai été très étonné dans votre livre de lire, par exemple, qu'une reconnaissance de Dieu
et même une pique pour les incroyants en disant, pas les imbéciles. Les athées stupides et les libertins irréligieux. Ça donne une marque assez particulière à l'origine de la maçonnerie, contrairement à ce qu'on pense. À ce qu'on pense en France. Parce qu'effectivement, quand on demande à une personne qui n'a pas de connaissances particulières sur le sujet de tracer un portrait de la franc-maçonnerie, ça n'est pas très glorieux. C'est d'abord des gens un peu combinards qui se font la courte échelle et qui se repassent les meilleures affaires. Que dire à cela? Sinon que c'est un tissu de stupidité. Et deuxièmement, ce sont des bouffeurs de curés. Mais ça, c'est une imagerie qui naît à la fin du XIXe siècle et qui est une spécificité française qui s'est étendue d'ailleurs à quelques pays latins autour de la France. Donc ce n'est pas le cas de la maçonnerie anglaise. Mais ce n'est pas du tout le cas de la maçonnerie anglo-saxonne, ce n'est pas le cas de la maçonnerie du nord de l'Europe, ce n'est pas le cas de la maçonnerie américaine, tout cela représentant environ aujourd'hui encore les 3/4 de la franc-maçonnerie mondiale, où la foi en Dieu est obligatoire. Avec une liberté religieuse. La définition qu'on donne de la franc-maçonnerie dans la franc-maçonnerie anglo-saxonne, c'est « the brotherhood of man under the fatherhood of God », c'est-à-dire la fraternité de l'homme sous l'autorité paternelle de Dieu. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf que c'est fait à la manière des pays protestants, c'est-à-dire peu importe la conception que vous avez de Dieu, peu importe l'Église à laquelle vous appartenez, God is our guide, comme me dit un jour alors, un ami américain, un franc-maçon américain très célèbre dans son pays, it's so simple. Do you believe in God? Yes or no? Et alors je lui dis oui, mais ça, Brent, c'est vrai dans les pays anglo-saxons, mais en France, on vous dit c'est une façon de voir les choses. Et on commence une longue discussion théologique. Et les francs-maçons anglo-saxons détestent les discussions théologiques. Alors, autre fondamental, c'est la légitimité du pouvoir. La maçonnerie anglaise, à sa création, reconnaît la légitimité du pouvoir. Mais encore une fois, le contexte fondateur l'éclaire beaucoup. C'est un pays qui a été déchiré pendant 150 ans par des conflits dynastiques et religieux d'une violence qu'on n'imagine plus. Et donc, la franc-maçonnerie dit, nous, on respecte le pouvoir civil, on respecte les pouvoirs légitimes. Et on ne fait pas de complot, c'est strictement interdit, on ne fait pas de révolution. Et alors, parce que c'est la franc-maçonnerie, c'est ça la dimension humaine et pas seulement intellectuelle, il y a une partie du texte qui dit, mais si l'un d'entre nous est suffisamment malheureux pour tomber dans la rébellion, on désapprouvera son attitude, mais on ne le reniera pas afin de l'inviter à revenir dans le droit chemin. Croyance en Dieu et légitimité du pouvoir. Pourquoi cette différence entre la franc-maçonnerie anglaise et la franc-maçonnerie française? Lorsque la franc-maçonnerie passe en France en 1725, elle atterrit dans un pays qui est complètement différent du Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni est une monarchie parlementaire fondée sur la liberté religieuse. La France est une monarchie absolue en régime de révocation, c'est-à-dire que depuis 1685, l'édit de Fontainebleau ayant révoqué l'édit de Nantes, il est interdit d'être protestant, donc on peut être catholique, catholique ou catholique. Et donc une structure qui vient d'Angleterre, qui fait reposer toutes ses pratiques internes sur l'élection et qui affirme la tolérance interreligieuse, a toutes les chances de ne pas prospérer dans le pays. Et au tout début, elle aura quelques ennuis avec la police. Et puis le miracle pour elle, le miracle pour la franc-maçonnerie, c'est qu'en fait, elle va s'attirer les faveurs de certains aristocrates de haut rang, libéraux, qui sont d'esprit libéral, qui vont devenir grands maîtres. Et quand le lieutenant de police de Paris envoie procéder à l'interruption des travaux d'une loge, eh bien, le lendemain, convoqué par le comte de Clermont, prince du sang, grand maître, et qui lui dit « Monsieur, je vous saurai gré de laisser désormais mes amis tranquilles ». Et il ne se passe plus rien. Et donc c'est de cette façon que la franc-maçonnerie est devenue ce que j'ai appelé, avec un tout petit brin d'ironie, la fille aînée de la franc-maçonnerie. Vous savez qu'à la fin du XIXe siècle, on a appelé la France, à juste titre d'ailleurs, la fille aînée de l'Église. Mais le protestant réformé que je suis n'a pas manqué l'occasion de faire une petite boutade pour parler de la fille aînée de la maçonnerie, en parlant de la maçonnerie française, qui est devenue la deuxième maçonnerie la plus importante au monde et qui a essaimé la franc-maçonnerie dans toute l'Europe. Cette maçonnerie française fait apparaître une maçonnerie alternative? Alors, d'abord, il faut savoir quand ça apparaît. Quand la franc-maçonnerie vient en France, c'est des Anglais, des Écossais et des Irlandais, qui n'importe,
pour des raisons politiques d'ailleurs. Ce n'est pas du tout qu'ils veulent répandre la maçonnerie, ils s'en contrefichent totalement. Simplement, ce sont ce qu'on appelle des jacobites, c'est-à-dire des partisans de la dynastie des Stuarts. Donc c'est des exilés. Des exilés politiques. Et comme parmi eux, il y a un certain nombre de francs-maçons, quand des francs-maçons se retrouvent quelque part, ils font une loge. Mais à l'origine, ils n'avaient pas comme vocation missionnaire de répandre la franc-maçonnerie. Et donc, tout au long du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie française, la franc-maçonnerie anglaise sont très proches, jusqu'au Premier Empire. Au Premier Empire, alors d'abord, la Révolution française détruit la franc-maçonnerie, elle s'arrête. Alors ça, c'est une idée qui est surprenante dans votre livre, où vous combattez un truc qui est dans la tête de tout le monde à propos de la maçonnerie, c'est que la maçonnerie a préparé la Révolution française avec ce fameux siècle des Lumières. Alors, je combats un cadavre, parce qu'il y a bien longtemps que l'historiographie moderne a fait litière de cette légende. Même pas une petite influence? Mais non, il n'y a pas de complot maçonnique. En 1793, toutes les loges s'arrêtent, et quand on regarde les listes de guillotineurs et de guillotinés, il y a autant de francs-maçons chez les guillotineurs que chez les guillotinés. Ce qui a prévalu, c'était les intérêts de classe et de position sociale, et non pas le fait d'être franc-maçon et de vouloir la République, ce qui est complètement illusoire. Ça n'existe pas à l'époque. Simplement, il y a ce qu'on pourrait appeler un biais de recrutement. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, dès cette époque, recrute principalement dans la bourgeoisie. Or, la bourgeoisie, à la fin du XVIIIe siècle, c'est la classe sociale qui aspire à accéder au pouvoir. Et d'ailleurs, si le roi et son entourage avaient bien compris ça, ils auraient pu faire comme en Angleterre les réformes nécessaires et il aurait évité une révolution. Par conséquent, comme la franc-maçonnerie recrute dans le milieu où l'esprit des Lumières est le plus répandu, naturellement, on va le retrouver de façon significative dans les loges. Mais ça ne veut pas dire que c'est la maçonnerie qui est responsable de ça. C'est le type de recrutement social auquel elle procède. Et alors, la bascule va s'opérer au moment de la première et de la deuxième restauration. Parce que ce qui va se passer, c'est que de 1815 à 1870, la France va être gouvernée, sauf pendant 2 ans, par des régimes politiquement autoritaires et qui, deuxièmement, sont arc-boutés sur le soutien de l'Église catholique qui, à l'époque, n'en revient pas d'avoir essuyé une demi-douzaine de révolutions et d'être toujours vivante. Donc, dans l'esprit de cette même classe sociale, c'est-à-dire la bourgeoisie, les universitaires, et qui voudraient penser un peu différemment, qui voudraient contribuer un peu aux affaires publiques, qui voudraient simplement un peu d'oxygène intellectuel, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'action politique, religieusement c'est très cadenassé, et par une espèce de miracle de l'histoire, alors que d'un trait de plume, le gouvernement aurait pu dissoudre les loges. Louis XVIII aurait pu le faire. Manque de chance, il avait été initié, lui. C'est aussi amusant ce que vous dites sur Napoléon. Napoléon, lui, il lisait tous les matins la Gazette de Londres. La relation de Napoléon avec l'Angleterre est très paradoxale. C'est l'ennemi de l'Empire, mais en même temps, il a une admiration extraordinaire pour l'Empire britannique. Et il s'aperçoit qu'en Angleterre, la franc-maçonnerie est une institution de l'État, qu'il n'y a qu'une seule grande loge, que le grand maître, c'est le prince de Galles, et que tous les aristocrates en font partie. Alors il me dit, ça c'est extraordinaire, je veux la même chose. Et donc il nomme son frère grand maître du Grand Orient de France. En fait, le frère ne va rien faire, car malheureusement les frères de Napoléon sont vraiment des nullités, mais il a quelqu'un sur qui il s'appuie beaucoup, qui est Cambacérès. Cambacérès, c'est l'empereur bis, c'est-à-dire que comme archi-chancelier de l'Empire, c'est lui qui dirige le pays quand l'empereur est absent. Or, l'empereur est très, très souvent absent en campagne. Donc, celui qui a fait la France du Premier Empire, c'est Cambacérès. Et Cambacérès se retrouve grand maître adjoint, mais en réalité patron effectif, du Grand Orient de France. Et il va faire de la maçonnerie une espèce de cohorte d'honneur où toutes les gloires de l'Empire, tous les généraux, tous les maréchaux d'Empire, tous les dignitaires, tout le monde, les préfets, tout ça est dans la franc-maçonnerie, qui, lorsqu'elle se réveille en 1795, à une dizaine de loges, il y avait 40 000 francs-maçons avant la Révolution, il y a une dizaine de loges, et en 1815, aux fêtes de l'Empire, il y a 1300 loges et 50 000 francs-maçons en France. Donc c'est la période la plus glorieuse, mais c'est une cage dorée. L'empereur le dira à Sainte-Hélène, à Lascaz, les francs-maçons, c'est un tas d'imbéciles qui accomplissent des folies ridicules et font bonne chère, mais ils nous ont été utiles après la Révolution. Donc c'est complètement cynique,
mais c'est l'opinion de Napoléon sur la maçonnerie. Non, ce qui se passe après, au XIXe siècle, c'est que tous les gens qui ne veulent pas du tout bouleverser l'ordre social, qui ne veulent pas du tout détruire l'Église, ce sont de bons catholiques, il n'y a aucun problème, mais ils veulent un peu d'oxygène intellectuel et social. Et à ce moment-là, les gouvernements successifs n'ont jamais, au XIXe siècle, essayé de détruire la franc-maçonnerie. Mais comme elle était relativement à l'abri, y compris de la police, elle a attiré les gens qui voulaient du changement. Mais ce qui est sûr, c'est que l'évolution de la franc-maçonnerie française, qui est unique en Europe à cette époque, c'est-à-dire une évolution vers le militantisme républicain, l'anticléricalisme, et on peut dire parfois même l'obsession antireligieuse, ce n'est pas l'ADN de la franc-maçonnerie des origines, c'est la conséquence en France du changement sociologique et intellectuel qui s'opère dans les loges, parce qu'une fraction de l'opinion publique est préférentiellement attirée vers la franc-maçonnerie. Et ça aboutit à cette transformation qui est accomplie sous le Second Empire. Vous dites que très vite après la création de cette greffe maçonnique en France, le pape produit une bulle. Oui, Clément XII. Pour dire que c'est une œuvre satanique. On peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas ce mouvement anti-maçonnique beaucoup poussé par l'Église qui a rendu au fond service à la maçonnerie? Ce qui est sûr, c'est que la première condamnation de Clément XII, la bulle In Eminenti, qui est fulminée en 1738, et l'est par un pape qui ignore absolument ce qu'est la franc-maçonnerie. Simplement, il voit qu'une chose, on lui en a parlé, ça vient d'Angleterre et c'est protestant d'origine, alors qu'en France, tous les francs-maçons sont catholiques. Il y a même des règlements de loge dans les années 1740 qui rappellent qu'à Pâques, la loge en délégation doit assister à la messe de Pâques avec un bouquet à la main. Donc, c'est absolument pas une machine anticatholique. C'est vrai qu'il y a aussi des prêtres ou des évêques qui en font partie? Bien sûr, il y a même eu des loges dans des monastères, chez les bénédictins notamment. Alors c'était très pratique parce que la hiérarchie du couvent reproduisait la hiérarchie de la loge. Dans la loge, il y a un président qu'on appelle le vénérable, il y a un portier qu'on appelle le couvreur, il y a un trésorier, il y a un hospitalier, exactement comme dans un monastère ou un couvent. Résultat, c'est le père abbé qui était vénérable, etc. Ce qui prouve, premièrement, que la maçonnerie n'était pas anticatholique et antireligieuse, et qu'elle n'était pas contradictoire avec l'engagement religieux. Mais évidemment, en France, elle change de nature, en grande partie, au cours du XIXe siècle. Alors d'abord, les anglo-saxons, qui sont protestants, ils n'en avaient rien à faire. Le pape peut raconter ce qu'il veut, on s'en fiche. Bon, premièrement, donc aucun effet en Amérique, aucun effet en Angleterre, aucun effet dans le nord de l'Europe. C'est uniquement dans les pays latins, donc catholiques, qu'il peut y avoir un effet. En France, il se trouve que la Révolution française marque une rupture épistémologique, c'est-à-dire que la vision du monde qui a été partagée par une majorité de gens dans le pays en France a radicalement changé après 10 ans de pilonnage idéologique consécutif à la Révolution française. Et donc le pays qui sort de la Révolution, vous connaissez le fameux mot de Bonaparte le soir du 18 Brumaire, « Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie ». Mais pendant 10 ans, le pays a été travaillé par l'idéal révolutionnaire. Et en particulier, l'une des premières victimes, c'est évidemment le catholicisme. Vous dites aussi que la maçonnerie va jouer un rôle extrêmement important dans les différentes révolutions qui vont se succéder au XIXe siècle, jusqu'à la Commune. C'est vrai, dès 1830. Alors, 1830, ce n'est pas une révolution maçonnique, c'est une révolution du peuple français contre une monarchie qui est usée, qui ne comprend plus le peuple. Charles X était un homme intelligent, mais qui vivait dans un autre siècle. Donc, il fait tout ce qu'il faut pour que la monarchie soit renversée. On substitue une monarchie libérale, avec Louis-Philippe, qui est imposée par Lafayette, qui est un franc-maçon, alors que Lafayette est républicain. Mais il dit la France n'est pas mûre pour la République, il vaut mieux une monarchie parlementaire à l'anglaise. Le modèle, c'est l'Angleterre, plutôt qu'une république, parce que ça va mal tourner en France. Ça dure 18 ans, et en 1848, de la même façon, Louis-Philippe n'a pas compris certaines évolutions, et il y a une révolution. Et là, on retrouve au poste de direction de la Révolution de 1948 du gouvernement provisoire des francs-maçons partout. Pourquoi ? Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu un décret du grand maître des francs-maçons disant « il faut qu'on fasse la révolution ». Non, pas du tout. C'est simplement parce que la classe sociologique et intellectuelle
dans laquelle la franc-maçonnerie s'est mise à recruter au XIXe siècle en France et qui est devenue dominante dans la franc-maçonnerie après 1850, c'est celle des libéraux, dont beaucoup ont une action politique. Ce qui fait qu'en effet, on les retrouve. Alors, ça alimente la thèse du complot, mais encore une fois, un complot, on doit en retrouver les traces. Il est préparé, il est voulu, il est ordonné. Ce n'est pas le cas. C'est une action spontanée de gens qui ont plein d'appartenances communes, notamment une appartenance maçonnique, mais pas seulement. Vous avez l'air de dire, vous dites que c'est une convergence naturelle, en fait. Oui, exactement. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas eu une influence aussi? Alors, ce que l'on voit, c'est le deuxième phénomène. Ce que l'on voit et qui est nouveau au tournant des années 1840-1850, ce sont des débats explicitement politiques qui apparaissent dans les loges. Dans la constitution dite d'Anderson, qui est en quelque sorte la Bible de la maçonnerie mondiale, il est dit que la politique interdit. Ni la religion, ni la politique. Interdit. Mais on voit apparaître des débats politiques. Donc ça veut dire qu'en effet, en l'absence de toute structure administrative ou de parti politique, il y a des loges qui jouent le rôle de parti politique de facto. Ça, c'est tout à fait vrai, mais c'est un phénomène tardif. Alors, 1870, c'est encore autre chose. La Commune, d'abord, elle a été condamnée par tous les chefs républicains, qui étaient tous partis de Paris avant. Et tous les chefs républicains, sans aucune exception, ont condamné la Commune, qui a incendié la moitié de Paris et qui a procédé à 50 exécutions sommaires. Mais il y avait de grands francs-maçons à la tête de la Commune. Mais il y avait dans les loges parisiennes, depuis une trentaine d'années, une nouvelle composante sociologique qui n'existait pas avant, qui était des ouvriers et des petits artisans. Avant, les ouvriers et les petits artisans, on ne les voyait pas dans les loges. Et à partir de 1850, consécutivement à la Deuxième République, les loges ont commencé à s'ouvrir à cette classe sociale. Et c'est celle qu'on va retrouver sur les barricades de 1870. Mais on a à l'époque une déclaration du docteur de Saint-Jean, qui est à l'époque grand maître du Grand Orient de France, et qu'il dit « Nous condamnons sans réserve cette insurrection qui a épouvanté l'univers. Il n'y a aucune réserve. » Ça explique cette connotation anticléricale de la Commune? Très anticléricale? Bien sûr, parce que c'est vraiment une révolution. Alors, c'est intéressant parce que elle est anticléricale, mais elle n'est pas anti-religieuse. C'est une des dernières expressions du socialisme révolutionnaire non marxiste en France. C'est le socialisme français, qui est un socialisme spiritualiste, où, par exemple, on présente Jésus comme le modèle des révolutionnaires parce que c'était un pauvre charpentier qui a été martyrisé par les riches et les possédants. Et donc, il est le modèle de tous ceux qui doivent se soulever à son exemple pour faire advenir une société plus généreuse et plus fraternelle. Et ça, c'est un peu l'esprit de 1870. Évidemment, ce sera ensuite laminé par le socialisme marxiste. Alors, petit tour du monde. Vous parlez des États-Unis beaucoup, où la maçonnerie a pris un développement extraordinaire. Puis vous parlez aussi des zones muettes, c'est-à-dire là où la maçonnerie ne trouve aucun impact, notamment en Afrique et dans une partie de l'Asie. Alors, je crois qu'on a dit l'essentiel tout à l'heure. C'est né au Royaume-Uni, c'est d'abord venu en France très vite, et de la France, ça a essaimé sur toute l'Europe. Et ça a rencontré un succès absolument partout. Et puis, c'est arrivé rapidement dans cette métastase de l'Europe qu'est l'Amérique du Nord. Et à l'époque, c'est antérieur à la déclaration d'indépendance. Et alors, la franc-maçonnerie va prospérer dans le même esprit qu'en Angleterre, dans les colonies anglaises d'Amérique. Et là, il va se passer un phénomène intéressant, c'est que l'histoire maçonnique rejoint l'histoire générale. À partir de 1750, une deuxième grande loge apparaît en Angleterre. Et cette grande loge va se heurter à la première. Et il se trouve que dans la première, il y a toute l'élite du royaume, et que cette deuxième grande loge est une grande loge au recrutement social plus modeste. Et les colons américains vont manifester très vite une préférence pour cette deuxième grande loge, parce qu'ils se considèrent eux-mêmes comme étant dominés par l'élite britannique. Et alors, vous savez qu'un des éléments fondateurs de l'indépendance américaine, c'est au début des années 1770, la Boston Tea Party. Alors, la Boston Tea Party, c'est que les Anglais
qui ramenaient du thé des Indes, allaient le revendre en Amérique, mais ils mettaient des taxes d'importation monumentales, puisque c'est eux qui avaient le monopole de ce commerce. Évidemment, les colons américains trouvaient ça insupportable. Et un jour, il y a eu la Boston Tea Party. Plusieurs navires bourrés à craquer de thé étaient arrivés dans le port de Boston, et nuitamment, un groupe d'individus grimés en indiens ont balancé tous les sacs de thé dans le port de Boston, transformant le port de Boston en une immense théière. Et c'est aujourd'hui encore considéré comme le moment T0 de l'indépendance américaine. Pourquoi? Parce que c'était des indépendantistes qui appartenaient tous à une même loge de Boston, qui s'appelle la loge St. Andrews, et c'est aussi la raison pour laquelle, tout au long de l'histoire des États-Unis, la franc-maçonnerie va jouer un rôle absolument déterminant. Alors, les Américains considèrent que la franc-maçonnerie est une des sources de la liberté américaine. Le premier président des États-Unis sera franc-maçon. 13 présidents sur 46 ou 47. Le dernier, ça a été Gerald Ford. Bon, alors c'est vrai que depuis une trentaine d'années, il n'y en a plus. Mais pendant très longtemps, il y a même des présidents en fonction qui ont présidé des cérémonies maçonniques en décor maçonnique avec des photos. Une maçonnerie beaucoup plus affichée. Totalement affichée. Et à partir du moment où vous dites que vous n'avez pas d'action politique, comment s'extérioriser de manière flatteuse? C'est la bienfaisance. Alors il y a des maisons de retraite, il y a des hôpitaux, il y a des centres de recherche avec l'équerre et le compas financés par la Grande Loge de l'État, et c'est la même chose en Angleterre. Pour ne vous donner qu'un ordre de grandeur, au moment du Covid, en 2021, la maçonnerie française, après d'énormes efforts, a dû consacrer quelques dizaines de milliers d'euros pour acheter des respirateurs ou faire des petites choses comme ça, et il a fallu beaucoup d'efforts pour y parvenir, alors qu'il y a quand même 160 000 francs-maçons en France. En Angleterre, vous avez à peu près le même nombre de francs-maçons. Tenez-vous bien, la Grande Loge Unie d'Angleterre a consacré 21 millions de livres à l'action caritative cette année-là. On est sur une autre planète. Comment vous expliquez ça? Parce qu'ils considèrent que la bienfaisance, c'est ce que l'on peut montrer de l'idéal fraternel de la franc-maçonnerie à l'égard de tous ceux qui ne sont pas francs-maçons. C'est la forme d'extériorisation. En France, la maçonnerie, depuis la fin du XIXe siècle, pense que son extériorisation et son apport à la société, c'est de faire prévaloir dans le monde politique les valeurs qu'elle est supposée porter, et donc de participer directement ou indirectement à l'action publique. Et même la bienfaisance est considérée comme un truc pas très digne. Quand on a essayé d'obtenir beaucoup plus d'argent que d'habitude auprès de certains groupes maçonniques, notamment il y avait un manque de respirateurs colossal dans les services de réanimation, j'en ai entendu au cours de ces réunions dire « oui, mais enfin, il ne faudrait pas trop qu'on sache que c'est nous, hein, parce que c'est quand même pas bien de donner de l'argent comme ça, on a l'impression qu'on veut acheter les gens ». Alors qu'au contraire, dans les pays anglo-saxons, on en est heureux et on le montre et on le dit. Est-ce que ce n'est pas un peu aussi l'esprit français, où on considère que l'argent, c'est pas bon, et qu'on préfère des spéculations intellectuelles? Il y a plusieurs grilles de lecture. Il y a celle-là qui est culturelle, et il y en a une autre, c'est toute la distinction entre la morale catholique et la morale protestante. Parce que vous savez que dans la morale protestante, on est élu, et il faut que ça se voit. Dans la morale catholique, il faut faire le bien, mais il faut le faire discrètement. Et donc, on retrouve paradoxalement, dans une maçonnerie française qui, depuis la fin du XIXe siècle, a été quand même majoritairement hostile au catholicisme, on retrouve une façon d'envisager l'action de bienfaisance qui a un lien de parenté avec la mentalité catholique. Il y a des historiens même qui insistent en disant que le protestantisme est la racine du capitalisme. Ah ben ça, c'est bien sûr, c'est Weber, mais c'est pour la même raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes élu, ça doit se voir, notamment parce que vous êtes comblé de bienfaits et de biens. Donc les protestants inventent le capitalisme parce que c'est leur manière de montrer qu'ils sont les élus du Seigneur. Et ils ont d'ailleurs tout à fait raison. Parlons des zones muettes, ces fameuses zones qui résistent à la maçonnerie. D'abord, il faut dire une chose, c'est que la franc-maçonnerie est un phénomène qui est né en Europe occidentale, qui renvoie à des références historiques et culturelles et religieuses de l'Europe. Je mets l'Amérique comme étant un sous-produit de l'Europe, c'est-à-dire de l'univers judéo-chrétien. Et aujourd'hui, dans le monde, 90%
des francs-maçons sont en Europe occidentale et en Amérique du Nord. C'est d'ailleurs un reproche qui lui est fait d'être une fraternité occidentale. Ça ne doit pas être un reproche, c'est consubstantiel à la franc-maçonnerie. Elle est née dans un milieu judéo-chrétien, elle repose sur un légendaire biblique, elle a été façonnée par la culture européenne, elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Alors, maintenant, par exemple, si on regarde l'Extrême-Orient, la Chine, le Japon, la maçonnerie n'y existe pas. Quand elle y a existé, c'était des expatriés ou des colons qui venaient coller une petite loge par-ci par-là. Au Japon, il existe une grande loge du Japon, mais vous allez voir, France, 65 millions d'habitants, 160 000 francs-maçons. Japon, plus de 100 millions d'habitants, au minimum le double de la France, 4 000 francs-maçons, dont 2 000 Américains. En d'autres termes, ça n'existe pas. C'est réservé à l'élite des sociétés industrielles japonaises qui veulent avoir un endroit pour rencontrer les commanditaires américains. Mais pourquoi ? Parce que ce soit la Chine façonnée par le confucianisme, que ce soit le Japon avec la tradition du Shinto, consubstantielle à l'identité japonaise, ils ont tout ce qu'il faut en matière de rites qui enseignent des valeurs, qui enseignent des principes, qui vous situent dans l'univers. Ils n'ont pas besoin de notre machin occidental. Alors, après, deuxième cas, c'est celui de l'Afrique. En Afrique, la franc-maçonnerie a été importée par les colons. Donc, aujourd'hui, il y a quelques milliers de francs-maçons en Afrique, donc c'est rien du tout. Plutôt dans les élites. Très, très, très lié aux élites politiques et économiques de ces différents pays. Mais là encore, c'est un produit d'importation qui est très loin, et en matière de rites initiatiques et de traditions religieuses, les Africains, là aussi, ils ont ce qu'il faut en magasin. Alors, il y a un troisième cas, c'est les pays d'islam. Au cours de l'expansion coloniale, il y a eu des loges qui ont été installées dans les pays d'islam qui avaient été colonisés par les puissances européennes, mais là encore, on y trouvait essentiellement des colons, et puis ce qu'on appelait l'élite indigène, c'est-à-dire tous ceux qui étaient dans l'administration coloniale. On voit la même chose en Inde. Avec Kipling raconte ça de manière extraordinaire, qui était évidemment franc-maçon. Il raconte dans sa loge mère qu'il y avait toutes les religions, mais en Inde, il y a toutes les religions partout, c'est pas propre à la franc-maçonnerie. Et que tout ce petit monde-là s'entendait bien, mais on voit bien que la franc-maçonnerie, elle est dirigée par l'Angleterre, elle n'est pas dirigée par les Indiens. Alors aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que quand les pays arabo-musulmans ont accédé progressivement à l'indépendance, d'abord, cette indépendance s'est souvent faite dans la douleur, dans la guerre, dans l'affrontement, dans le conflit, et que globalement, la maçonnerie a été rejetée pour deux raisons. D'abord pour des raisons politiques, c'est-à-dire qu'elle est apparue comme étant un produit typique de la culture coloniale, et deuxièmement pour des raisons religieuses, parce que beaucoup d'autorités musulmanes ont considéré que cette forme d'association rituelle fondée sur la Bible judéo-chrétienne était incompatible avec l'islam. Ce qui n'empêche qu'il existe des francs-maçons musulmans parfaitement respectés et respectables, mais il n'existe quasiment pas de pays musulmans où il y ait de la maçonnerie, sauf actuellement le Maroc, par autorisation spéciale du roi. Si demain il change d'avis, il n'y a plus de maçonnerie au Maroc. Je mets à part le cas du Liban, pays multiconfessionnel, et puis en Turquie, mais la Turquie, c'est paradoxal, parce que la Turquie est théoriquement le seul pays de culture musulmane laïque. Et on ne sait pas d'ailleurs de façon certaine si Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, était franc-maçon, mais c'est plutôt probable. Mais en tout cas, la franc-maçonnerie a une existence un peu risquée, mais elle existe quand même en Turquie. Néanmoins, le grand maître de l'une des deux obédiences a été arrêté il y a 15 jours. Alors l'islam, c'est quand même un problème central, surtout dans les pays européens. La franc-maçonnerie n'a pas réussi à intégrer le Coran. Alors, oui et non. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie repose sur des légendes qui structurent ses rituels. Toutes ces légendes sont empruntées à l'Ancien Testament et principalement à tout ce qui tourne autour de la construction du temple du roi Salomon à Jérusalem, 10 siècles avant notre ère. Et donc tout le légendaire maçonnique, qui encore une fois structure les rituels, est fondé sur cette référence-là. Maintenant, les premiers qui aient songé à cette question, c'est les Anglais. Quand ils ont installé la franc-maçonnerie en Inde, au moment de la conquête de l'Inde,
Alors la conquête française, elle est souvent aujourd'hui contestée dans ses méthodes, mais c'était rien à côté de la conquête anglaise. Hein. Ils ne fabriquaient pas d'hôpitaux, ils ne faisaient pas des routes, ils ne mettaient pas des écoles, ils s'en foutaient complètement. Ils commençaient par détruire les villages et massacrer les natives, et une fois que tout le monde avait bien compris, on installait des casernes, on installait l'administration coloniale. Et des comptoirs. Et des comptoirs commerciaux. Et puis, au milieu de tout ça, on créait des loges, avec comme idée, qui n'était pas idiote, d'abord d'occuper les administrateurs coloniaux, les militaires, et puis de ramener du côté de l'Angleterre les élites indigènes. Et ça a plutôt bien réussi. On prête serment dans la maçonnerie traditionnelle, vous voyez, ce n'est pas le cas dans beaucoup de loges en France, on prête serment sur la Bible, voire plus spécifiquement sur l'évangile de Saint Jean. Et ils se sont dit, mais là, on va avoir des hindous, des musulmans, des sikhs, éventuellement des bouddhistes. Donc, on a introduit l'idée que pour prêter serment, mais seulement pour prêter le serment maçonnique, on mettait à disposition le livre saint de leur religion. Mais il n'y a rien dans la maçonnerie qui soit tiré du Coran. Il n'y a rien dans la maçonnerie qui soit tiré de la Bhagavad Gita, des Upanishads ou du canon Pali. Rien. Tout est tiré de la Bible exclusivement, et notamment de l'Ancien Testament. Vous diriez qu'il y a incompatibilité, et même au-delà, de dire que les racines culturelles de la maçonnerie sont judéo-chrétiennes? C'est clair, la franc-maçonnerie est d'essence, au sens le plus profond du terme, d'essence judéo-chrétienne. Elle est née en milieu judéo-chrétien, elle est un produit de la civilisation judéo-chrétienne, de la culture qui lui est associée. Elle fait référence au livre saint de la culture judéo-chrétienne qu'est l'Ancien Testament, et elle structure tous ses rituels autour de légendes tirées de la Bible. Alors ça fait quand même beaucoup. Quelques mots pour terminer ce tour d'horizon du monde sur cette spécificité française. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'organise? Vous dites qu'il y en a 160 000, ils se répartissent comment? Vous dites qu'il y a une quarantaine d'obédiences. Donc, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors, il faut dire qu'au décours du Second Empire, après 1870 et la proclamation de la République, la mutation intellectuelle et sociologique de la franc-maçonnerie française est accomplie. C'est-à-dire qu'elle est désormais sur un modèle radicalement différent de celui des pays anglo-saxons. Elle adopte un modèle totalement nouveau, qui est la franc-maçonnerie est là pour conforter la République, la structurer et obtenir, on est en 1870, la séparation de l'Église et de l'État. Et il faut observer qu'à l'époque, il n'y a pas de parti politique constitué. Quand on dit Gambetta est le chef du parti républicain, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il est parmi les républicains celui dont la voix porte le plus loin et le plus fort. Mais le parti n'existe pas. La loi sur les associations ne sera votée, comme tout le monde le sait, qu'en 1901. Et d'ailleurs, le Grand Orient de France sera l'une des premières organisations en France à adopter la structure de loi de 1901. Donc il n'y a pas de parti politique. Et d'une certaine manière, ces loges, principalement celles du Grand Orient, parce qu'à l'époque, il n'y a que 2 obédiences en France, et le Grand Orient représente 80%, 90% des effectifs. Jusqu'à l'avant-guerre, la franc-maçonnerie française, à peu de choses près, c'est le Grand Orient, se considère comme un parti politique, et donc va massivement s'impliquer dans la vie politique, avec par exemple, pendant toute la Troisième République, 30% du personnel politique est franc-maçon. De 1900 à 1940, on passe à peu près de 25 000 à 50 000 francs-maçons en France. 25 000 à 50 000. Vous voyez par rapport à la population ce que ça représente. C'est rien du tout, hein. C'est 0,2%. 30% du personnel politique. Il y a une surreprésentation monumentale, monstrueuse, qui d'ailleurs sera paradoxalement à la fois l'explication du pouvoir politique que la franc-maçonnerie exerce à ce moment-là, mais aussi un carburant efficace pour l'anti-maçonnisme. C'est la fameuse affaire des fichages de l'armée. Il y en a eu plusieurs, mais celle-ci, elle est emblématique. C'est après l'affaire Boulanger. Donc les autorités de la République craignent qu'il y ait en France un coup d'État militaire. Pourquoi ? Parce que l'armée française, et notamment le corps des officiers, était encore à la fin du XIXe siècle très largement recruté dans les milieux aristocratiques. Et donc des gens qui n'étaient pas du tout républicains, il y avait encore beaucoup de monarchistes en France,
Et ils craignent un coup d'État militaire visant à détruire la République. Il se met en place au ministère de la Guerre un cabinet secret qui récupère dans toutes les villes de garnison des informations sur la vie privée des officiers. Est-ce qu'il est catholique? Est-ce qu'il va à la messe? Est-ce que ses enfants vont à l'école privée? Est-ce qu'il s'est marié à l'église? Est-ce qu'il a fait des déclarations publiques? Et on note, en sachant évidemment ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas bien notés ne progresseront pas dans la hiérarchie. Et d'ailleurs, on met 2 fichiers en place, c'était l'époque où les gens avaient des humanités latines. Il y en a un qui s'appelle Corinthe et l'autre qui s'appelle Carthage. Alors Corinthe, c'est ceux qui vont être favorisés. Non licet omnibus adire Corinthium, il n'est pas permis à tout le monde d'arriver à Corinthe. Et l'autre, Delenda est Carthago, Carthage doit être détruite. Ce qui fait un scandale énorme. Imaginez ça quand même, qu'un gouvernement se mette à ficher ses propres officiers. Aujourd'hui, un chef d'État ou un chef de gouvernement se retrouverait en haute cour pour ça. C'est un crime de trahison pur et simple. Donc un jour, le scandale est révélé, il est énorme, et ça va d'ailleurs entraîner la chute du gouvernement d'Émile Combes. Alors que lui n'était pas du tout d'accord et il n'est même pas certain qu'il était au courant. Vous me direz quel rapport avec la franc-maçonnerie? Eh bien, pour obtenir les renseignements, le général André, qui était ministère de la Guerre et franc-maçon, avait demandé au secrétaire général du Grand Orient de demander à ses loges de lui envoyer des rapports sur les officiers des différentes villes. C'est-à-dire qu'on avait compromis le Grand Orient de France dans cette opération de fichage. Le scandale a été énorme et ça a été un des carburants de l'antimaçonnisme virulent, parce qu'il faut voir la tonalité des querelles et des conflits à l'époque, et des débats. C'est horrible, c'est extrêmement violent, et des deux côtés. Il y a la fameuse affaire Léo Taxil à la fin du XIXe siècle, où on va faire croire à des centaines de milliers de gens que les francs-maçons invoquent le diable en loge et qu'il apparaît dans les loges. Et Taxil, lui-même ancien franc-maçon, Taxil va être reçu par le pape qui le remercie d'avoir révélé l'horreur. C'est complètement fou, mais on est dans un moment totalement déraisonnable et irrationnel. Mais ça aura des suites. Oui, notamment sous Vichy. Oui, alors par exemple, le maréchal Pétain, l'armistice est signé, et en août 1940 paraît le premier journal officiel de l'État de Vichy. La France vient de subir la plus terrible défaite militaire de son histoire. Il y a des millions de gens en errance sur les routes. La première décision qu'on prend, c'est les associations maçonniques sont dissoutes. Et ça tient 3 pages dans le journal officiel. Alors, Pétain était anti-maçon, il était antisémite, mais il était beaucoup plus anti-maçon qu'antisémite. Il y a un propos qui a été rapporté par son secrétaire particulier, qui était Dumoulin de la Barthette. C'est une formule très révélatrice. Il dit « Les Juifs ne sont jamais responsables de leurs origines, les francs-maçons le sont toujours de leur choix. » Pourquoi avait-il cette obsession antimaçonnique? C'est parce qu'il était persuadé que sa carrière militaire avait été freinée avec l'affaire des fiches. Parce que quand la Première Guerre est déclarée, il est directeur de l'école de guerre, ce qui n'est pas rien. Mais il est colonel et il est près de la retraite. Donc il dit « on m'a bridé ». Et en fait, il y a quelques années de ça, une très grande historienne contemporaine, qui s'appelle Bénédicte Verger-Chénion, a comparé la progression sur le tableau d'avancement de Pétain avec tous ceux qui étaient sortis en même temps que lui de l'école militaire. Elle s'aperçoit qu'il n'a pas du tout été défavorisé, mais qu'entre 1870 et 1914, les militaires progressent peu et lentement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de guerre. C'est la guerre qui fait progresser les militaires à telle enseigne que Pétain, il commence colonel, il finira maréchal. C'est pour ça que les militaires aiment bien la guerre. Voilà. Et donc, les seuls qui progressaient, c'est ceux qui acceptaient d'aller dans l'Empire, c'est-à-dire dans les colonies. Mais lui, Pétain, il n'a jamais voulu bouger. Il est resté en France. Donc forcément, il n'a pas progressé. Mais vous voyez, c'était la haine antimaçonnique de Pétain est une conséquence tardive et erronée de l'affaire des fiches. L'antimaçonnisme a plusieurs sources. Il a une source religieuse, mais aujourd'hui, elle est quand même très amoindrie. L'Église catholique, officiellement, interdit toujours à ses membres d'être membres d'une loge maçonnique. Il y a des dizaines de milliers de catholiques francs-maçons et qui n'ont aucun trouble de conscience. Il y a une deuxième origine qui est politique, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie française à la fin du XIXe est une franc-maçonnerie de gauche, voire de gauche révolutionnaire. Parenthèse,
En Angleterre, l'antimaçonnisme est de gauche et la franc-maçonnerie est de droite. Et en France, c'est l'inverse. La troisième source, c'est les affaires. L'affaire Stavisky, notamment, en 1934, où un certain nombre de francs-maçons étaient intégrés dans les affaires. Donc, il y a des sources multiples. Mais cet antimaçonnisme s'auto-entretient, génère ses propres légendes, et les réseaux sociaux lui ont donné une vie nouvelle. En plus d'un certain mystère, peut-être un stimulant. Oui, mais ça a toujours existé. Vous savez, quand on a publié le premier ouvrage révélant tous les secrets maçonniques à Paris en 1744, qui s'appelle tout simplement Le secret des francs-maçons, le livre commence par un petit quatrain en vers de mirliton, comme on aimait à les faire au XVIIIe siècle, et dit « Pour le public, un franc-maçon sera toujours un vrai problème qu'il ne saurait résoudre à fond qu'en devenant maçon lui-même. » Donc ce n'est pas nouveau, c'est un phénomène ancien. Mais aujourd'hui, il y a un nouvel antimaçonnisme qui a également des racines religieuses, mais nouvelles, c'est-à-dire que c'est l'islamisme politique et le néo-évangélisme qui sont très, très anti-maçons. Alors, petit état des lieux de cette maçonnerie française aujourd'hui. Vous dites d'ailleurs qu'elle résiste au déclin général de la maçonnerie dans le monde. Comment elle est organisée? Alors, c'est plus le Grand Orient qui domine. En gros, il y a le Grand Orient de France, aux alentours de 50-55 000. Il y a deux obédiences aux alentours de 30 000, qui sont la Grande Loge de France et la Grande Loge nationale française. Il y a trois obédiences autour de 15 000, qui sont la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, la Fédération française du droit humain, qui est une obédience mixte, et la Grande Loge féminine de France. Et puis il y a encore deux obédiences derrière, qui sont autour de 5 000, la Grande Loge traditionnelle symbolique opéra et la Grande Loge mixte de France. Et les autres, c'est très peu de gens. Et vous, votre obédience? C'est une petite obédience. L'originalité de cette obédience, c'est quoi? Chaque obédience se fonde à partir d'un projet maçonnique. Ça tient au rite qu'ils utilisent, à la manière dont ils envisagent la vie maçonnique, au sujet qu'ils étudient, etc., etc. Mais ce qui est très important, c'est que on n'est pas comme dans les partis politiques, même s'il y a parfois des concurrences. Vous savez, la maçonnerie française, il y a des obédiences qui sont sur des postures extérieures, visibles, apparemment très différentes. Le Grand Orient est toujours sur la défense de la République laïque, et puis d'autres obédiences qui continuent à exiger la foi en Dieu et qui s'interdisent toute discussion politique. Ça fait quand même un spectre important. Mais toutes ces obédiences-là, néanmoins, reconnaissent qu'elles appartiennent à la même famille. À l'intérieur de cette grande famille, est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux sensibilités différentes de droite et de gauche, au fond? Qu'il y ait plusieurs sensibilités maçonniques, c'est une évidence. Maintenant, qu'il y ait plusieurs sensibilités politiques, on risque de faire des amalgames un peu rapides. On pourrait dire, par exemple, et ça a été vrai pendant longtemps, le Grand Orient de France avant la guerre, c'est le Parti radical socialiste. La Grande Loge de France, avant la guerre, c'est la SFIO. Donc, il y avait une identification à des groupes politiques. Après la guerre, les cartes sont rebattues. Je rappelle qu'à la fin de la guerre, on retrouve à peine un quart des effectifs d'avant la guerre et que la franc-maçonnerie française mettra 20 ans pour retrouver son niveau d'effectifs. Et pendant ces 20 ans, elle va effectuer un travail de reconfiguration profond en son sein. Et donc, il naît au début des années 60 une nouvelle franc-maçonnerie française, où la dimension politique n'est pas absente, mais elle n'a plus ni la même virulence, ni la même clarté, ni même la même importance qu'avant. Il y a peut-être une majorité de gauche au Grand Orient de France, mais moi je connais des francs-maçons du Grand Orient de France qui sont à droite, voire très à droite. Le Grand Orient de France a par exemple fait plusieurs communiqués contre le Front National et le Rassemblement National. J'ai moi-même discuté avec plusieurs grands maîtres du Grand Orient de France en lui rappelant, et il le savait, que dans ces loges, il y avait des membres du Rassemblement National qui ne l'étaient pas secrètement. Inversement, il y a des loges du Grand Orient de France qui sont quasiment remplies de membres LFI. Mais voilà, ce que je veux simplement dire, c'est qu'on ne peut pas attribuer d'étiquette politique, même si en France, il est vrai, et c'est beaucoup moins vrai qu'il y a 30 ou 40 ans, la droite était frileuse, voire hostile à la franc-maçonnerie, la gauche était plutôt sympathisante. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Les distinctions sont très estompées. Il y a
à droite beaucoup de francs-maçons, il y a encore à gauche beaucoup de francs-maçons, mais il y en a désormais beaucoup des deux côtés. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance aujourd'hui à certaines sensibilités politiques ou religieuses à essayer de s'intégrer dans la maçonnerie masquée? Vous parlez de l'extrême gauche, on peut aussi parler des musulmans et aussi de l'extrême droite. Je pense que la question des musulmans est différente parce que les musulmans qu'on voit dans la franc-maçonnerie, c'est des gens qui n'ont jamais adhéré à l'islam politique et qui considèrent que c'est leur conviction religieuse qui doit être respectée, mais qui réprouvent l'instrumentalisation politique de l'islam. Maintenant, sur l'autre point, il y a aujourd'hui des membres de partis qualifiés d'extrême droite dans les loges. Et il y a aussi des membres de cette extrême gauche radicale qu'est LFI. L'inquiétude des responsables maçonniques à l'approche des prochaines élections présidentielles, c'est justement que ces minorités politiques ne veuillent utiliser le porte-voix de la franc-maçonnerie pour faire entendre leurs revendications au nom de la franc-maçonnerie. Ça, c'est un sujet qui arrive en débat entre un certain nombre de responsables maçonniques français aujourd'hui, parce que ce serait très préjudiciable pour la maçonnerie dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que, au fond, la fracture qui aujourd'hui pourrait diviser cette maçonnerie encore prospère en France, c'est pas deux approches différentes, une approche intellectuelle et une approche rituelle? Je sais bien que ce n'est pas des mots qui sont les vôtres. Est-ce que ce n'est pas aussi un abandon d'une ambition d'influence sur l'évolution de la société? Ces deux dimensions-là coexistent partout dans la maçonnerie. Après, c'est une question de dosage. Il y a des loges maçonniques de certaines obédiences où la dimension rituelle et symbolique est devenue une espèce de vague protocole, et où l'essentiel, c'est le débat, alors qu'on dit volontiers sociétal, mais entre le sociétal et le politique, la frontière est parfois très perméable. Alors il y a d'autres obédiences qui s'interdisent tout débat de caractère sociétal ou politique et qui insistent beaucoup plus sur la dimension rituelle et symbolique. Pour autant, cela veut-il dire que ça n'a pas des conséquences politique au sens le plus élevé du mot? Avec le dernier livre que je viens de sortir, Quand les francs-maçons font de la politique, que j'ai écrit avec mon ami et complice Alain Boer. C'est toujours bizarre de dire qu'on est le complice d'un criminologue. Et donc on a essayé de décliner historiquement les rapports de la franc-maçonnerie avec la politique. Et on voit que c'est beaucoup plus changeant qu'on imagine. Alors je ne dis qu'un seul détail parce que celui-là il est très choquant. Entre 1920 et 1940, la moitié des maçons américains sont au Ku Klux Klan. Ça paraît fou, mais en même temps, c'est la grande période de la dépression, où il n'y a pas de protection sociale d'État. Et qu'est-ce que fait le Ku Klux Klan? Il organise des centres de vacances, des soupes populaires. Toujours le même schéma des idéologies. Toujours le même schéma. Et donc, il rassemble des millions d'adhérents. Ce n'est pas forcément une adhésion politique. Il faut toujours recontextualiser ce genre de choses. Vous parlez à la fin de votre livre d'une décroissance, moi je dirais un peu un déclin, puisque quand même, en moins d'un demi-siècle, la moitié moins de francs-maçons et une perte d'influence. Alors comment vous expliquez ce déclin? Plusieurs propositions. D'abord, on est dans un siècle où la transparence est devenue un mot d'ordre, donc sur une maçonnerie réputée secrète, est-ce que ce n'est pas antinomique? Deuxièmement, les femmes qui restent, même si vous avez fait des efforts, assez marginales dans cette fraternité. Et puis troisièmement, vous en avez parlé vous-même, des scandales ou de l'affairisme qui ne laissent pas toujours une bonne image à cette société philosophique. Tout ce que vous avez cité est vrai, mais pas avec la même importance et pas dans toutes les maçonneries. Dans le monde anglo-saxon, c'est là que la décrue a été la plus importante. Pendant la même période, la franc-maçonnerie française a doublé, triplé et quadruplé ses effectifs. Donc le modèle français n'évoluait pas du tout comme le modèle anglo-saxon. Dans le monde anglo-saxon, je crois que c'est parallèle au déclin de prestige de toutes les grandes institutions du monde anglo-saxon. La Grande Loge Unie d'Angleterre est très liée à l'establishment de l'Église d'Angleterre, car dans la Grande Loge Unie d'Angleterre, il y a un grand chapelain, et le grand chapelain a pendant longtemps été l'archevêque de Canterbury. Et elle a un grand maître, et pendant longtemps, le grand maître, c'était le prince de Galles, qui cessait sa fonction quand il devenait roi, et qui le transmettait à l'un de ses fils. Donc, le déclin de l'importance de ces institutions politiques, religieuses,
aristocratique dans la société britannique va de pair avec la perte de prestige de la Grande Loge. Aux États-Unis, c'est différent, mais comme on le voit depuis maintenant quelques années, même les fondements de la démocratie américaine sont remis en cause. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a autant de grandes loges qu'il y a d'États. Et elles sont très différentes. Par exemple, la Grande Loge de New York est une grande loge très progressiste, très moderniste. La Grande Loge d'Alabama refuse toujours d'initier les Noirs et les homosexuels. Et le dit avec ces mots-là. Chez nous, pas de blacks, pas d'homosexuels. On dit la maçonnerie américaine. Mais non, la maçonnerie américaine, elle est aussi diverse qu'est diverse la mosaïque des États américains. Mais globalement, là encore, il y a le règne des réseaux sociaux, de l'entertainment et surtout la baisse dramatique du niveau de culture générale des Américains. Et moi, par ma profession universitaire, j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, j'ai vu l'effondrement culturel, c'était impressionnant, en même temps que s'aggravait l'épidémie d'obésité monstrueuse. La population américaine est en très mauvaise santé et le niveau culturel est désastreux. Donc la maçonnerie, là-dedans, a un peu de mal à trouver sa place. En France, c'était différent, parce qu'on est un pays qui a d'abord peut-être plus de profondeur historique, plus de profondeur culturelle. La franc-maçonnerie a été associée à des moments très importants de notre histoire. Et puis, peut-être que, paradoxalement, le déclin des appartenances traditionnelles aux partis politiques, le vide des églises, fait que ce besoin de retrouver une communauté fraternelle qui, auparavant, était délivrée par l'appartenance à une église ou l'appartenance à un parti politique, parce que la cellule ou l'église, la paroisse, c'était une communauté fraternelle. La dissolution de toutes ces appartenances traditionnelles, on pourrait parler des villages aussi, hein, a donné un espace en France à la franc-maçonnerie. Mais cette envolée numérique s'est clairement cassée au moment du Covid. Il y a eu une perte entre 10 et 15% selon les obédiences, mais surtout, le recrutement devient très difficile. Donc, la belle dynamique que la maçonnerie française avait manifestée depuis 50 ans est peut-être révolue. Et les femmes, alors? Donc, effectivement, la maçonnerie au XVIIIe siècle n'admet pas les femmes, parce que les femmes ne sont pas des êtres civils jouissant de tous leurs droits. Une femme passe de l'état de fille à l'état d'épouse. Et d'abord, elle est sous l'empire de son père, puis de son mari. Donc, ça explique que dans la franc-maçonnerie, qui est toujours perméable à la culture de son temps et du lieu où elle se trouve, les femmes n'avaient pas leur place. Alors ça, c'est en Angleterre. C'est les Français qui ont introduit les femmes dans la franc-maçonnerie. Parce qu'au XVIIIe siècle, dans un certain cercle social, c'est-à-dire la haute bourgeoisie et l'aristocratie, là, tous les historiens de cette période vous le diront, c'est les femmes qui faisaient et défaisaient les carrières. C'était elles qui régnaient. Parce qu'elles rassemblaient des salons, elles rassemblaient des dîners, elles se promenaient au milieu des gens, elles transmettaient des messages. Et si on voulait progresser dans l'armée, auprès du roi ou dans la magistrature, il fallait trouver la femme influente, et il y en avait pas mal. Mais c'était quand même un pouvoir occulte, pas un pouvoir apparent. Et c'était un pouvoir efficace. Et donc, on a créé des loges avec des femmes dès le début des années 1740. Est-ce qu'il n'y avait pas non plus un machisme qui perdure encore aujourd'hui? Les femmes ont eu une place dans la franc-maçonnerie grâce à la France dès 1740 et que la maçonnerie d'adoption a été importante, brillante, influente. La Révolution écrase tout, ça renaît à l'Empire. Joséphine est grande maîtresse des loges d'adoption, ça s'appelait comme ça. Et puis, vers 1840, tout se termine. Donc, la maçonnerie d'adoption disparaît. Et elle ne va réapparaître qu'à la fin du 19e, mais dans un contexte tout à fait différent et nouveau. Ce sont des suffragettes, des femmes républicaines qui veulent conquérir des droits pour les femmes et notamment elles trouvent un empire masculin qu'est la franc-maçonnerie. Et donc on fonde la franc-maçonnerie mixte à la fin du XIXe siècle. Mais elle va rester très très minoritaire. Paradoxalement, le Grand Orient de France à l'époque, je l'ai dit, est la grande obédience, qui veut tout changer, qui veut faire voter les lois sociales, le divorce, la liberté d'association, la liberté de la presse. Magnifique, il va dire tout de suite, mais bien sûr, il faut que les femmes rentrent. Non, il est totalement contre. Pourquoi?
l'explication nous surprend aujourd'hui, mais elle se comprend dans le contexte de l'époque. Il dit « La plupart des femmes sont sous la coupe des prêtres, donc il faut les tenir à l'écart. Et il faudra attendre l'après-deuxième guerre mondiale pour que la franc-maçonnerie féminine indépendante naisse. Et il existe donc aujourd'hui une grande loge féminine de France qui a à peu près un peu moins de 15 000 membres. Aujourd'hui, les femmes représentent entre 20 et 25% des effectifs de la maçonnerie en France, et c'est un cas unique, quasiment unique au monde. Et cette culture du secret, c'est pas un peu décalé aujourd'hui? Tous les secrets maçonniques sont en vente dans les bonnes librairies depuis 290 ans. Les secrets maçonniques, il n'y en a plus depuis longtemps. Donc, c'est pas ça le secret. Le secret, c'est pas de lire le livre. Le secret, c'est de vivre ça et d'en faire quelque chose intérieurement. C'est évidemment extrêmement différent. Pour conclure, je vais vous citer. La franc-maçonnerie affrontera certainement au XXIe siècle les défis les plus importants de ces 3 siècles d'histoire. C'est vous qui le dites. Quels défis elle doit affronter? Et est-ce qu'elle va arriver à éviter un déclin, voire une disparition totale? Il ne faut jamais demander à un historien de lire l'avenir. C'est le tabou absolu auquel l'historien se refuse. Et en fait, il ne s'agit pas de prévoir, il s'agit simplement d'utiliser une méthode qu'on utilise dans les sciences et qui s'appelle prolonger les courbes. C'est-à-dire, on ne prévoit pas, mais on dit simplement, si la dynamique actuelle des phénomènes persiste, on peut dire dans les années qui viennent, ce qui a le plus de chances de se produire. Ce qu'on peut dire, c'est que la maçonnerie mondiale va continuer à décliner, car on ne voit pas par quel ressort insoupçonné la franc-maçonnerie pourrait redresser la barre et revenir aux effectifs qu'elle a connus il y a 40 ou 50 ans. Est-ce que ce déclin sera rapide ou pas? Aujourd'hui, la franc-maçonnerie américaine, qui a pendant longtemps représenté 80% des effectifs mondiaux, est subclaquante. Dans 20 ans, il n'y en a plus. Vous trouvez sur eBay des temples maçonniques gigantesques, somptueux, avec des vitraux, des voûtes, et qui sont rachetés par des sociétés qui en font des résidences de loisirs. Enfin, ça traduit quand même quelque chose. Les îles britanniques ont stabilisé le phénomène, ils essaient de recruter des jeunes, c'est un petit peu compliqué. La France a une difficulté supplémentaire, c'est la multiplicité des obédiences qui ont chacune leur projet. Et ces projets ne sont pas forcément compatibles. Donc c'est très difficile de prolonger les courbes parce qu'elles partent dans tous les sens. Mon sentiment, c'est qu'on n'assistera plus à l'envolée numérique qu'on a vue depuis 40-50 ans, mais qu'il y a peut-être en France des raisons de penser que la maçonnerie pourrait ne pas disparaître. Pourquoi? Eh bien, pour ça, je fais référence aux travaux d'un sociologue qui s'appelle Michel Maffesoli. C'est un homme très intelligent et très cultivé. Il y a un élément qui me paraît juste dans son analyse, c'est ce qu'il appelle les nouvelles tribus. C'est-à-dire, nous sommes dans un tissu social qui a longtemps été structuré par des appartenances collectives traditionnelles. Le village, le métier, le parti, l'église. Toutes ces appartenances collectives traditionnelles se dissolvent. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Ce qu'il appelle des nouvelles tribus. C'est-à-dire que l'instinct grégaire, vous savez, c'est Aristote qui dit l'homme est un animal social. L'instinct grégaire des hommes fait qu'ils ont envie de se retrouver entre eux où ils sont de la même famille, quelle que soit cette famille. Ça prend des formes parfois très surprenantes. Par exemple, le canon français. On se retrouve entre gens qui ont un peu la même sensibilité, on boit, on rit, on est heureux d'être ensemble. Et d'ailleurs, quand on les interroge, ils ne vous parlent pas de doctrine, de parti, d'idées philosophiques. Vous en avez autre chose qui est, notamment dans les quartiers bobos, les terrasses, où on vient prendre soit un mojito, soit un spritz, soit une bière, et où on retrouve les gens du même quartier à des heures déterminées, qui discutent de tout et de rien, mais qui se retrouvent dans le même café, au même endroit, au même moment. Et donc ce phénomène des nouvelles tribus, la franc-maçonnerie, elle peut peut-être l'exploiter, parce que l'un des ressorts fondamentaux de l'appartenance maçonnique, la dimension humaine est capitale. Oui, mais alors l'universalisme, qui est quand même une des valeurs de la maçonnerie? Oui, mais c'est un mot avec lequel la maçonnerie se gargarise un peu. Parce qu'une organisation dont 90% des effectifs sont en Europe occidentale n'est pas universaliste. Elle a une prétention universaliste. Mais même cet universalisme hérité des Lumières, vous croyez que c'est la vision du monde qui est majoritaire dans le monde aujourd'hui? Premièrement, non.
Et dans les décennies qui viennent, ça sera de moins en moins vrai. L'universalisme humaniste, l'humanisme universaliste, ce ne sera pas le mot d'ordre de l'Afrique qui vient, ce ne sera pas le mot d'ordre de l'Extrême-Orient, ni de la Chine, etc. Non, certainement pas. Donc il y a une prétention peut-être postcoloniale, comme on dirait aujourd'hui, à dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui va s'imposer et ce qui ne va pas s'imposer. Moi, je ne le crois pas du tout. Je pense simplement que c'est un phénomène occidental qui subit la détérioration que subissent beaucoup de pratiques culturelles de l'Occident en ce moment. Je dis simplement que dans le cas particulier de la France, il y a peut-être des raisons de penser qu'elle puisse décroître moins vite que prévu et qu'elle puisse persister beaucoup plus longtemps que certains ne le craignent. Dernière question, premier juré. Qu'est-ce qu'être franc-maçon aujourd'hui? Et au fond, qu'est-ce qui peut séduire un jeune aujourd'hui d'entrer dans cette société philosophique? Alors, d'abord, je crois que les motivations pour entrer dans la franc-maçonnerie sont très diverses, parce que l'image extérieure de la franc-maçonnerie est très hétérogène. Et donc, on voit arriver des gens dont les motivations sont très variées. Et puis, une fois qu'ils sont dedans, ils découvrent un monde qu'ils ne soupçonnaient pas toujours. Alors, soit ce monde leur plaît, et ils vont à ce moment-là chercher leur voie dans ce monde-là, soit ce monde ne leur plaît pas, et ils le quittent. Et il faut rappeler qu'il y a aujourd'hui un turnover très important, puisque environ 30 à 40% des gens s'en vont avant 5 ans. Maintenant, pour moi, la franc-maçonnerie, ce n'est pas un engagement politique, ce n'est pas le substitut d'une église, mais dans la maçonnerie, je crois que l'erreur majeure, c'est de croire que c'est une méthode de développement personnel. Je suis très hostile à cette idée-là, qui est surtout l'aspiration à une enflure du moi. Et la maçonnerie, ça n'est pas travailler à l'hypertrophie de son moi, c'est tenter avec d'autres et au milieu d'autres et avec le raid à se hisser au-dessus de soi-même.